Alors, ça y est, on y est. Bonjour à tous, bonsoir à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va vous parler de notre mémoire. La mémoire, c'est la faculté de l'esprit à enregistrer, à conserver, à restituer ce qui a été vu, entendu et lu. Alors, comment en prendre soin? Est-ce qu'il est possible de l'améliorer ou est-ce qu'elle est inexorablement vouée à disparaître? Quelles sont les choses à faire pour favoriser la mémoire? Comment nourrir notre cerveau? Certains aliments sont-ils bons ou à contrario mauvais pour notre cerveau? Voici toutes les questions qu'on se pose régulièrement. Alors, bonsoir Amine. Tout d'abord, peux-tu nous dire ce qu'est la mémoire? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Donc, la mémoire est un processus en fait c'est un processus neurophysiologique qui consiste à capter, à encoder, à conserver des données, des expériences, donc des expériences qui sont stockées sous forme de données, et ensuite de les convertir, de les convertir quand on en a besoin. C'est euh, ce qu'on va appeler des souvenirs, des images mentales, on va les appeler, et ça sera donc ça va se défiler au niveau de notre cerveau. Et donc cette conversion, c'est une conversion en fait d'un signal biologique en un signal visuel ou auditif ou sensoriel. Donc ça c'est globalement on va dire une définition hybride parce qu'il y a différentes définitions. En psychologie, on définit la mémoire autrement, en physiologie aussi autrement, etc. Il y a différentes définitions. Donc, c'est une définition qu'on a donnée ici qui est hybride en fait entre physiologie et psychologie. Donc, si on voudrait résumer le processus en fait de mémorisation, on a deux segments en fait. Le premier segment, c'est ce qui est superficiel, c'est-à-dire ce qu'on voit où au niveau de notre tête. Quand je dis au niveau de notre tête, on a au niveau de la glande épiphyse, ce qu'on appelle aussi la glande pinéale. Donc là, on a un petit dispositif qui nous permet de projeter des images et de les voir. On a une petite rétine, un petit cristallin, une sorte de petit dispositif comme on en a au niveau des yeux, mais qui est plus petit. C'est pour ça que la résolution de l'image, quand on regarde donc avec les yeux, donc à Mhm. l'extérieur, et quand on ferme les yeux pour regarder dans notre tête, elle est différente. Non, la résolution de l'image est moins importante lorsqu'on regarde dans notre tête. Or, bien sûr, il y a des exceptions, il y a des personnes qui ont des résolutions d'image, des images mentales qui sont Mhm. extrêmement claires et extrêmement puissantes, et parfois même plus puissantes que ce qu'on voit dans la réalité. Ça, c'est des exceptions. En général, on a une résolution beaucoup plus basse que ça. Donc, on a deux segments. On a le segment superficiel, les images mentales, et là, comme son nom ne l'indique pas, image mentale, c'est pas uniquement une image, c'est aussi tout un tas de, de, de modalités sensorielles, Mhm. donc le visuel, bien entendu, mais aussi l'auditif, le sensoriel, le gustatif, l'olfactif, donc qui vient se greffer au visuel pour rendre cette image plus vivante. Et puis on a un autre segment qui est le segment, on va dire, biochimique, métabolique, physiologique. Et donc, c'est ce qui va déterminer tout le segment superficiel. Donc, le segment superficiel n'est pas indépendant. On a très souvent tendance à penser que ce qu'on voit dans notre tête, les images, etc., ça détermine les comportements et tout, Mhm. et que c'est indépendant. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, la psychologie ou les aspects psychologiques. Mais en fait, c'est complètement et totalement et définitivement dépendant de toute la structure biochimique qu'il y a derrière, donc toute la machinerie biochimique qu'il y a derrière, avec les neurotransmetteurs et le fonctionnement du cerveau et des organes du système nerveux central. Donc, il y a cette notion-là déjà qui est très importante. Et puis, il y a d'autres notions, comme par exemple les classifications des différentes mémoires. Donc là, on ne va pas prendre les différentes classifications parce qu'il y en a beaucoup. Mhm. Il y a des classifications en fonction de ce que l'on peut mémoriser. Donc, il y a la mémoire de la locomotion, la mémoire émotionnelle, la mémoire
cognitive, la mémoire des chiffres, la mémoire des noms, etc. Il y a tout un tas de choses comme ça, des classifications qui ne sont pas intéressantes ici. Ce qui nous intéresse par contre, c'est de souligner une classification très importante par rapport à certaines données mémorisées qui pourraient être verbalisées et d'autres non. C'est ce qu'on appelle la mémoire déclarative et la mémoire non déclarative, ou ce qu'on appelle aussi la mémoire procédurale. Donc la mémoire déclarative, c'est la mémoire, on va dire, qu'on peut verbaliser, qu'on peut expliquer, sur laquelle on peut mettre des mots. Et puis la mémoire procédurale, c'est tout ce qu'on comprend, tout ce qu'on mémorise, mais qui ne peut être verbalisé. Et là, si on fait une comparaison entre les deux, mémoire procédurale, on a à peu près 85 à 90% des données qui sont de l'ordre de ce type de mémoire, c'est-à-dire procédural, non déclaratif, qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas verbaliser. Et ça va dans tout ce qui est sensoriel, émotionnel. Donc, dès qu'on s'éloigne de l'image, donc du visuel, donc on commence à aller par exemple vers l'auditif, vers les sensations, vers les goûts, vers tout ce qui est olfaction, là, ça devient d'un coup beaucoup plus compliqué de verbaliser et d'expliquer. Donc en fait, notre expérience en réalité, elle est principalement sensorielle et elle est mémorisée en tant que telle. L'expérience verbale, donc auditive et visuelle, est beaucoup moins importante. Et c'est pour ça que le rôle de l'émotion au cours de l'apprentissage est très important. Je pense qu'on va en parler après. Mais justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les notions sur la physiologie et le métabolisme de la mémoire? Oui, donc la mémoire, si on voudrait parler d'abord de physiologie et ensuite on passerait à quelques petites notions de biochimie. Donc la mémoire, en tout cas, on ne peut pas dire que le centre de la mémoire soit dans l'hippocampe, mais on va dire que l'hippocampe joue un rôle majeur dans la mémoire. C'est-à-dire, ce n'est pas tout ce qu'on va apprendre qui va aller dans l'hippocampe. C'est même le contraire, en fait. Toute la mémoire, en réalité, elle est dispersée partout, dans tous les organes. Là où il y a des terminaisons nerveuses, on a des bouts, des morceaux de cette mémoire qui est stockée par-ci, par-là, dans tel organe, etc. Maintenant, qu'est-ce que le système nerveux central a comme rôle ici dans la mémoire? C'est l'intégration. L'intégration, c'est-à-dire en gros tout ce qu'on avait expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'encodage, la conservation et aussi la conversion d'un signal, on pourrait appeler électrique, mais aussi, qui est certainement biochimique aussi, vers un signal sensoriel, on va dire, visuel, émotionnel, etc. Tout ça. Donc, le système nerveux central en tant que tel participe plus ou moins en fonction des différents organes qu'on a dedans et en fonction des modalités aussi qu'on cherche, des modalités sensorielles qu'on cherche à mémoriser. Mais on va dire que le point culminant et le point qui va faire le lien entre tout ça et faire ressurgir le signal sensoriel au niveau de l'épiphyse, au niveau de la glande pinéale, c'est bien l'hippocampe. Alors, l'hippocampe est branché en parallèle avec un autre organite qui est l'amygdale, ou les amygdales, on va dire. L'hippocampe et les amygdales aussi sont des organites paracérébraux. Ils ne sont pas dans le cerveau, ils sont juste en dessous du cerveau. C'est comme les autres organites, le thalamus, l'hypothalamus, etc. Donc, tous ces organites qui sont juste en dessous du cerveau et qui jouent des rôles de relais nerveux. Donc, l'hippocampe va avoir cet effet de restructuration d'informations, d'encodage et de conversion du signal. L'amygdale qui est branchée en parallèle de l'hippocampe, là, elle va avoir un effet d'amplification, en fait. Amplification de quoi? Du signal qui va être mémorisé. C'est pour ça que l'amygdale est le siège, en fait, des émotions, de la peur,
Donc, dès qu'on a des émotions exacerbées, d'un coup, on a plus d'attention, on apprend plus et donc on mémorise plus. Donc ça, c'est très important à comprendre aussi. Après, on a aussi cette notion de mémoire à court terme et de mémoire à long terme. La mémoire à long terme, elle est déterminée le soir quand on dort la nuit. Quand on a des neurotransmetteurs inhibiteurs qui fonctionnent la nuit, notamment la sérotonine, la mélatonine, le GABA, là, on commence à mémoriser tout ce qui a été vécu pendant la journée. Et donc, ce qui va faire objet d'amplificateur, c'est-à-dire ce qui va faire, on va dire, imprégner le cerveau des expériences. Des expériences vont de toutes les façons être mémorisées dans l'inconscient, ce qu'on appelle l'inconscient. Mais ce qui va ressurgir le plus, c'est ce qu'on a vécu avec émotion, quelle que soit l'émotion. C'est ce qu'on a vécu avec émotion. Et là, ça va être imprégné dans les réseaux neuronaux de la mémoire. Et ça va donner tout simplement la mémoire à long terme. Maintenant, plus, bien entendu, on répète certaines expériences, plus ces expériences vont encore s'imprégner dans le réseau de la mémoire. Et bien entendu, donc ça, c'est en ce qui concerne la mémoire à long terme. Et puis la mémoire à court terme, c'est la mémoire qui va nous permettre de fonctionner normalement tout au long de la journée, c'est-à-dire de ne pas, par exemple, oublier ce que je viens de dire il y a 2 minutes, par exemple, ou 10 secondes. Vous voyez, donc ça permet le bon fonctionnement du cerveau. Ça me permet aussi à moi, par exemple, là, de me retrouver par rapport à ce que je viens de dire il y a quelques instants et de ne pas toujours le répéter sans cesse ou de sortir du sujet, par exemple. Voilà, ça c'est la mémoire à court terme. C'est ce qui permet de tenir une conversation, par exemple, sur le court terme. Voilà, donc ça c'est à peu près, on va dire, la physiologie de la mémoire. On peut rester là à parler pendant 24 heures sans arrêt. Il y a tout un tas de choses à dire sur la mémoire. Ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus ici. C'est de synthétiser beaucoup plus. Maintenant, en ce qui concerne le fonctionnement biochimique de tout ça, de toute cette machinerie qui est la mémoire, on a ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, en fait. Et la mémoire en tant que telle, j'avais juste avant parlé de réseaux neuronaux. Vous voyez, je me souviens que j'avais parlé de quelque chose, donc là, c'est la mémoire à court terme. Donc, ces réseaux neuronaux, en fait, sont différents en fonction du type de mémoire. Bon, j'avais parlé juste avant aussi dans la réponse à ta première question sur les classifications, les différentes classifications de mémoire. Vous savez qu'au niveau du cerveau, on a des zones et chaque zone est reliée à une fonction particulière, une fonction donnée. Alors, si on cite juste un petit exemple, la circonvolution frontale ascendante au niveau du cerveau frontal, par exemple, du cortex frontal, néocortex, là on trouve tous les segments du corps, les segments articulaires et segments de l'appareil locomoteur, notamment donc les cuisses, les jambes, les pieds, la main, tout ça. Donc on le retrouve représenté au niveau de la circonvolution frontale ascendante, par exemple. Et donc à chaque portion, on va dire, du cortex cérébral, on va retrouver donc des zones qui vont faire telle fonction ou telle fonction, etc. L'audition, l'olfaction, la vision, etc. Bon, ça c'est très important à comprendre parce que ça permet de comprendre la notion de réseaux neuronaux. Donc les réseaux neuronaux, en fait, c'est par exemple lorsqu'on mémorise des savoir-faire pratiques. Je vais faire l'exemple par rapport à un sportif, par exemple. Un sportif, par exemple, un tennisman, il a la technique les différentes techniques qu'il utilise pour son sport, donc le tennis. Et ces techniques-là sont enregistrées dans un réseau. Ce réseau, il commence du cerveau vers les muscles. Et donc, on avait parlé tout à l'heure, les terminaisons nerveuses, vers les muscles qui font ce mouvement-là. Donc, tout ce réseau-là permet justement de stocker ce savoir-faire.
Mhm. Quelqu'un d'autre, une autre personne, ben, c'est un coureur, par exemple, ou je sais pas, un sauteur en longueur, etc., où il y a certaines techniques. Donc, on parle ici de sportifs de haut niveau. Pareil, ici également, il a une certaine technique qu'il va acquérir par la répétition, etc. Et puis, cette technique-là, elle est enregistrée aussi sur un réseau neuronal qui va aller du cerveau vers les muscles qui font ces mouvements-là, etc. Donc, pareil pour un cuisinier, il a une technique Mhm. pour ça. Pareil pour un mathématicien. Tout. Tout a des réseaux neuronaux. Il fonctionne par des réseaux neuronaux. Maintenant, il y a certains réseaux neuronaux qui vont se croiser. Pourquoi? Parce que les techniques ici qui sont mémorisées ou les savoir-faire qui sont mémorisés se ressemblent. Par exemple, un sportif qui fait de la gymnastique, par exemple, pourrait très bien aussi être un très bon sportif, par exemple en athlétisme, par exemple. Mhm. Un sportif qui ferait de l'haltérophilie aussi pourrait être aussi excellent en bodybuilding, par exemple. Donc, il y a donc ce croisement des réseaux. Et donc, pourquoi on parle ici de notion sur les réseaux neuronaux? Parce qu'en fait, les réseaux neuronaux, ce qui les détermine, c'est la transmission de l'influx nerveux. Mhm. Et donc, l'influx nerveux se transmet par des neurotransmetteurs. Donc, comme leur nom l'indique, donc les neurotransmetteurs vont permettre de transmettre l'influx nerveux d'un neurone à un autre. Donc, ils vont permettre de tisser ces réseaux neuronaux. Donc, les différents neurotransmetteurs qu'on a et qui sont impliqués dans la mémoire, on a par exemple notamment donc l'acétylcholine. Ici, on parle de l'acétylcholine au niveau cérébral parce qu'on en a une Mhm. autre qui est au niveau périphérique, qui a une autre fonction, la contraction musculaire notamment. On a aussi la dopamine, on a la sérotonine, l'adrénaline, et puis on a quelques neurotransmetteurs aussi inhibiteurs en rapport avec le sommeil. Parce que, comme on l'avait dit au début, le sommeil est très important et ça permet euh, de, de, de mémoriser des séquences, des expériences, des savoir-faire sur le long terme lorsqu'on dort. Mhm. Et donc, notamment, si on voudrait donner quelques rôles par rapport à chaque neurotransmetteur, on a par exemple pour l'acétylcholine, c'est le neurotransmetteur principal de la mémoire à long terme. Mhm. Donc c'est là où donc ces réseaux neuronaux qui sont cholinergiques ou choline dépendants, acétylcholine dépendants, c'est là où on va vraiment stocker des souvenirs, où on va stocker aussi des apprentissages, des savoir-faire, etc. Et puis pour la dopamine, là c'est plutôt ce que j'avais expliqué auparavant, donc la mémoire à court terme. Donc, la dopamine détermine en Mhm. gros l'humeur, la posture, les mouvements, mais ça inclut en fait, par ce biais qu'elle détermine l'humeur, ça inclut aussi la mémoire à court terme aussi, ça détermine la mémoire à court terme. Et puis, on a d'autres neurotransmetteurs qui ont aussi des effets qui vont appuyer l'acétylcholine et la dopamine. Donc, notamment l'adrénaline. Pourquoi? Parce que l'adrénaline, on sait bien que Mhm. c'est un neurotransmetteur qui détermine ou qui détermine l'attention, la vigilance. Donc, plus on est attentif, plus on est vigilant, donc concentré en gros, plus on va avoir donc de plus tendance à mieux mémoriser. Et donc, ça optimise du point de vue mémoire, ça optimise l'effet des deux autres neurotransmetteurs, donc acétylcholine et dopamine, et surtout l'acétylcholine. La sérotonine, par exemple, c'est un modulateur émotionnel. Donc, comme on avait dit avant, les émotions sont extrêmement importantes pour le bien mémoriser, surtout en ce qui concerne la mémoire sur le long terme. Mhm. Donc la sérotonine est très importante là-dessus et ça permet de mieux enregistrer les informations, surtout la nuit lorsqu'on dort. Et donc là aussi, la nuit lorsqu'on dort, on a besoin de neurotransmetteurs, non pas pour mémoriser. Les neurotransmetteurs pour mémoriser, on les avait déjà cités, acétylcholine, dopamine, adrénaline et sérotonine, mais pour mieux dormir, pour avoir cet état de sommeil Mhm. qui va permettre aux autres neurotransmetteurs de fonctionner et d'activer la mémorisation. Donc là, c'est bien connu qu'on a la mélatonine pour l'endormissement et aussi pour le sommeil au milieu de la nuit. Et puis le GABA également, qui est un puissant inhibiteur Mhm. euh, de tout le système nerveux et ça permet aussi d'induire le sommeil. Donc ça, c'est
on va dire grosso modo, j'ai essayé de résumer au maximum par rapport à la physiologie et la biochimie de la mémoire, mais c'est beaucoup plus complexe que ça et on ne pourra jamais parler de tout Mm. et d'englober le tout. Alors ben, justement, on voit bien l'importance des neurotransmetteurs. Et comment est-ce qu'on peut reconnaître un déficit dans ces neurotransmetteurs? Il y a des analyses qui se font, Mhm. mais je ne pense pas que ça soit pertinent, puisque c'est une vidéo qui est destinée au grand public. Je ne crois pas que ça soit pertinent pour de détailler toutes les analyses qui se font sur Mhm. les métabolites des neurotransmetteurs, d'autant plus que bon, maintenant, il y a certaines problématiques par rapport à ces métabolites, puisqu'on a certains neurotransmetteurs qui sont aussi produits dans l'intestin, et donc il y a on va dire un parasitage par les métabolites de ces neurotransmetteurs intestinaux par rapport aux métabolites cérébraux des Mhm. neurotransmetteurs. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les neurotransmetteurs au niveau du cerveau et non pas au niveau intestinal. Et donc, on va mettre de côté pour l'instant les analyses des métabolites des neurotransmetteurs et on va parler plutôt clinique. Même pas clinique, on va dire. On va essayer de simplifier au maximum comment on reconnaît chez soi des déficits de neurotransmetteurs. Si on parle par exemple d'acétylcholine, on avait bien expliqué que l'acétylcholine, c'est le neurotransmetteur principal de la mémoire à long terme. Et d'ailleurs, les synapses cholinergiques, on les retrouve principalement dans l'hippocampe. Et souvenez-vous de ce qu'on a dit sur l'hippocampe, c'est vraiment l'organite paracérébral central de la mémoire. Donc, si on a une baisse de la concentration et de la mémorisation, ça pourrait être dû à une baisse de l'acétylcholine. Ça, c'est à garder en tête. Donc, baisse de la concentration et de la mémorisation directement, il faudrait mettre en cause, premièrement, en première instance, on va dire, l'acétylcholine. Maintenant, on avait parlé aussi de la dopamine comme neurotransmetteur principal de la mémoire à court terme. Mhm. Donc là, la dopamine, elle a plutôt une action, on va dire, à large spectre. Ça ne concerne pas uniquement la mémoire à court terme, ça concerne aussi la motivation. Donc si on a une baisse de la motivation, du laisser-aller, par exemple, problème d'indécision, de la dépression aussi, ça pourrait relever d'une baisse ou d'un déficit en dopamine aussi. Euh, en ce qui concerne, on avait dit quoi, l'adrénaline par exemple. L'adrénaline, c'est un neurotransmetteur. On parle ici de l'adrénaline au niveau du cerveau et non pas de l'adrénaline au niveau des surrénales qui est produite dans les surrénales, dans le cerveau qui est le neurotransmetteur. Celle des surrénales, c'est un hormone, c'est une hormone. Donc, adrénaline cérébrale, donc elle a des effets sur la concentration, également sur l'attention. Et donc, si on a par exemple une baisse de la concentration, une baisse de la tension associée avec une froideur émotionnelle, avec aussi de la dépression, de la tristesse. Donc, tous ces signes-là pourraient nous orienter vers un déficit en adrénaline et en noradrénaline aussi, puisque ce sont deux neurotransmetteurs qui sont l'adrénaline et le précurseur de la noradrénaline et le précurseur de Mhm. l'adrénaline. Et puis, la sérotonine aussi, on avait dit que la sérotonine aussi jouait un rôle très important, surtout dans la mémoire long terme. Donc là, la sérotonine, ça va jouer sur tout ce qui est émotion. Donc, si on a une hyperactivité, par exemple, de l'irritabilité aussi, de l'anxiété, des problèmes d'insomnie aussi, puisque la sérotonine est un précurseur ou le précurseur de la Mhm. mélatonine, des troubles compulsifs aussi, des compulsions alimentaires notamment, de la boulimie par exemple. Donc ça pourrait renvoyer aussi vers un déficit en sérotonine. Aussi, par rapport aux autres neurotransmetteurs dont on avait parlé, donc le GABA et la mélatonine, ces deux-là, bien entendu, sont impliqués dans une bonne qualité du sommeil. À ce moment-là, si on a Mhm. un déficit de l'un des deux, on va avoir des troubles du sommeil, des problèmes de sommeil, soit des problèmes d'endormissement, par exemple, ou des moments où on se réveille la nuit entre minuit et 3 heures du matin, par exemple. Là, c'est plutôt de la mélatonine ou n'importe quel autre
problèmes liés au sommeil, ça pourrait être dû à un déficit en GABA aussi. Alors, bah, justement, ouais, en cas de déficit, comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter les taux des neurotransmetteurs? Ben, une fois qu'on a compris à peu près plus ou moins, Mhm. c'est pas évident, mais bon, j'ai essayé de donner quelques indications. Comment que les neurotransmetteurs, comment reconnaître les neurotransmetteurs Mhm. quand ils sont déficitaires? Là, on a quelques solutions par rapport à différents neurotransmetteurs. Donc, par exemple, l'acétylcholine. Vous voyez bien que, comme son nom l'indique, acétylcholine, on a besoin de la choline, de la vitamine B18, qui qui peut se présenter sous forme, donc la meilleure forme qui pourrait être intéressante pour le cerveau, c'est la phosphatidylcholine. La phosphatidylcholine, c'est un phospholipide, ça s'absorbe très rapidement au niveau intestinal et ça se retrouve très rapidement aussi au niveau du cerveau, donc ça passe très bien la Mhm. barrière hémato-encéphalique. Donc la phosphatidylcholine est très bien aussi. C'est d'ailleurs ce qu'on trouve dans euh, dans le krill. On l'écrit là. Voilà, le krill, on trouve tout un tas de phospholipides, y compris donc la phosphatidylcholine. Le krill, Mhm. on en avait parlé, je pense, du krill auparavant. Ça contient des oméga 3 qui sont associés aux phospholipides. Donc ça pourrait être très intéressant, d'autant plus que euh, les oméga 3 sont nécessaires aussi pour la mémoire, dans la mesure où ça permet de faire fonctionner la sérotonine. Mhm. La sérotonine nécessite des oméga 3, suffisamment d'oméga 3 pour que ça puisse être fonctionnel des, euh, au niveau des récepteurs à la sérotonine dans les synapses Mhm. sérotoninergiques, parce que déjà la libération de la sérotonine nécessite des oméga 3 et la fixation de la sérotonine sur ces récepteurs dans la membrane postsynaptique nécessite aussi des oméga 3. Puisqu'on parle de sérotonine, le précurseur, on l'avait déjà évoqué dans de précédentes interventions, donc c'est le 5-HTP, le 5-hydroxytryptophane. Comme autres cofacteurs aussi, on a la vitamine B3, on a la vitamine D notamment aussi pour la conversion de la 5-HTP en sérotonine. Et puis, comme j'ai dit déjà, donc les oméga 3 permettent de mieux faire fonctionner donc la sérotonine, donc d'augmenter Mhm. la sensibilité des récepteurs à la sérotonine. Et donc, comme j'ai dit déjà, le mieux, c'est de choisir des oméga 3 du krill, donc issus du krill, euh, parce que ça contient à la fois les oméga 3, donc effet sur la sérotonine, et aussi les phospholipides, donc effet sur l'acétylcholine aussi. Mhm. Ça, c'est très important. Pour la dopamine, c'est bien connu, donc la tyrosine. Ouais. Et puis pour l'adrénaline, bien sûr, euh, donc on a besoin de booster la dopamine puisque la dopamine elle-même est le précurseur de la noradrénaline qui donne elle-même l'adrénaline. Donc on a besoin donc de la tyrosine pour Mhm. euh, avoir de la dopamine et donc après pour avoir l'adrénaline. Et en plus de ça, quelques cofacteurs, donc zinc, manganèse, vitamine C. Et puis en ce qui concerne la mélatonine, c'est exactement la même chose que ce que j'avais expliqué par rapport à la sérotonine, puisque la sérotonine est le précurseur immédiat de la mélatonine aussi. Peut-être qu'on aura besoin aussi des vitamines du groupe B Mhm. pour favoriser une meilleure conversion de la sérotonine en mélatonine. Et puis pour le GABA, eh bien, on avait déjà fait toute une vidéo sur le GABA auparavant. On avait discuté les différentes formes de GABA, quand est-ce qu'on pourrait les utiliser, etc. Donc, on Mhm. a le GABA, on a la L-théanine, etc. Donc, je pense que les téléspectateurs devraient revenir sur cette vidéo Mhm. qui détaille beaucoup mieux donc l'utilisation du Spécifiquement le GABA. GABA, Oui. tout à fait. Alors, j'entends parler des solutions pour les neurotransmetteurs, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions aussi dans le style de gestion de stress, par exemple, qui permettraient d'améliorer sa mémoire? Oui, bien sûr. Toutes les autres solutions Mhm. pourraient être intéressantes aussi, y compris l'alimentation, y compris, comme tu dis, les différentes techniques de gestion du stress, la relaxation, les différentes relaxations, peu importe la Mhm. technique, d'autant plus que donc si on essaye de voir, par exemple, les différentes techniques
pour améliorer donc le taux des neurotransmetteurs, la gestion de l'utilisation des neurotransmetteurs. On a différentes techniques qui sont plus ou moins faciles à utiliser, des techniques de relaxation, de méditation. Par exemple, technique de relaxation la plus simple si quelqu'un n'a jamais fait de relaxation auparavant, donc le plus simple et le plus pédagogique, ça serait plutôt la relaxation progressive de Jacobson, où là on apprend vraiment à sentir donc le tonus musculaire de base, et puis au fur et à mesure, on apprend à comment le diminuer. Donc ça, c'est une très, très bonne gestion des neurotransmetteurs, puisque en fait, ce qui maintient le tonus et ce qui fait la contraction musculaire, c'est le même neurotransmetteur qui est responsable de la mémoire, sauf que le neurotransmetteur responsable de la mémoire, qui est l'acétylcholine, on le retrouve dans l'hippocampe, alors que c'est-à-dire le neurotransmetteur qui est responsable de la jonction neuromusculaire, c'est toujours de l'acétylcholine, mais on le retrouve au niveau périphérique, au niveau des muscles, en fait, au niveau des terminaisons nerveuses, au niveau du muscle, ce qu'on appelle la plaque motrice. Et donc, en fait, le fait de diminuer l'utilisation d'acétylcholine au niveau périphérique, ça permet d'augmenter l'utilisation de l'acétylcholine au niveau central. Et c'est ce qui permet aussi d'améliorer la mémoire. Donc, ça, c'est une voie parmi d'autres avec laquelle agissent ce genre de techniques de relaxation. On a aussi d'autres techniques qui sont un peu plus avancées. Le training autogène de Schultz, par exemple, ça c'est excellent aussi. Ça permet d'utiliser aussi les techniques qu'on utilise dans la relaxation progressive de Jacobson et de rajouter à cela des sensations d'aspect sensoriel, la température, la pression, toutes ces choses-là. Il y a d'autres techniques aussi. Il y a la sophrologie, par exemple, c'est toute une méthode en fait. La méditation aussi. La méditation pourrait être aussi intéressante. Je vous nomme tout ça parce qu'en fait, en fonction des envies de chacun et en fonction de ce qui pourrait paraître plus intéressant pour certains et pour d'autres. Donc là, on pourrait choisir ce qu'on veut en fait. Et puis, il y a des exercices respiratoires. Des exercices respiratoires sont les plus aussi recommandés pour améliorer la mémoire parce que ça améliore déjà l'oxygénation du cerveau, ce qui est très bien. Et également, ça permet aussi d'avoir ou d'obtenir les mêmes effets que pour la relaxation et la méditation aussi. Donc l'alimentation également pourrait aider par rapport à ça. Donc si on voudrait résumer en quelques mots donc les différents aliments les plus recommandés pour la mémoire, on va dire les fruits secs, hein, fruits secs et fruits séchés, hein, donc les noix, etc., les graines oléagineuses, les fruits séchés, donc raisins secs, figues séchées, etc., tout ça. Les poissons aussi, poissons gras des eaux froides, donc riches en oméga 3, le miel, l'huile d'olive également. Donc ça, c'est, on va dire, un résumé d'une alimentation pour booster la mémoire et donc qui devrait intégrer ces différentes catégories d'aliments. Puis après, on a aussi des plantes. Comme je vous disais, l'essentiel ou le but ici, c'est pas de vous donner 200 solutions pour booster la mémoire. Des propositions, par exemple, on a l'ashwagandha, par exemple, on a le ginkgo biloba, on a le ginseng, par exemple, voilà, et d'autres. Ça, c'est par rapport à dire l'alimentation et un peu la phyto. Et puis, il y a également, puisqu'on est ici dans des solutions alternatives, on a aussi les techniques ou les méthodes mnémotechniques ou les moyens mnémotechniques en général. C'est des méthodes, des techniques, bien sûr, qui s'apprennent, ça nécessite quand même un peu de temps, qui permettent de mémoriser plus, de mieux mémoriser et de mémoriser plus. Donc, c'est bien connu depuis l'Antiquité que déjà les Romains utilisaient ce type de méthode mnémotechnique pour mémoriser tout un tas de choses et donc ça permet surtout aux étudiants de mieux mémoriser leurs cours.
Et dans les techniques de respiration, évidemment, une technique que tu connais parfaitement bien et que j'adore par-dessus tout, c'est la cohérence cardiaque. Parce que, voilà, on l'adore parce qu'elle est très facile à mettre en place. Et contrairement à la sophrologie où il faut quand même avoir une expérience ou se faire accompagner ou en tout cas prendre un peu plus de temps, la cohérence cardiaque ne demande pas de temps et peut se pratiquer partout, en fait. Hein, je suppose que Oui, tu oui, connais oui, bien le sujet, exactement, donc oui, oui, tout à fait. On va dire, oui, c'est une très, très bonne technique mhm. pour, euh, pour des gens qui ne veulent pas trop se casser la tête avec les différentes autres techniques qui nécessitent quand même un apprentissage préalable. Voilà, c'est du Euh, rapide en tout cas. voilà, On peut le faire c'est du rapide. immédiatement. Ouais, ouais, voilà. Voilà, c'est du rapide et ça a des résultats aussi très intéressants, oui. Maintenant, je ne saurais que inciter tout le monde à aller faire de la sophrologie, mais évidemment, c'est pas au moment où on en a besoin qu'il faut le faire, c'est bien avant. Donc, parce que ça demande un entraînement. Alors, j'ai Elias qui nous demande justement, et tu vas nous confirmer, que l'alimentation protéinée au petit déjeuner pourrait améliorer le déficit en Bien sûr, tout à fait. neurotransmetteurs. Oui, oui, tout à fait, ça c'est clair. C'est bien connu parce que c'est déjà, ça augmente le cortisol, les hormones thyroïdiennes et les catécholamines, et ça Mhm. c'est très important. Après, quand on a un déficit chronique, bon, c'est pas suffisant. Il faudrait voir quels sont les neurotransmetteurs qui sont les plus déficitaires Mhm. et faire ce qu'on avait expliqué auparavant. Ouais. Mais en tout cas, c'est une base, hein, le Mm. petit déjeuner Ça, protéiné. Voilà, c'est la base, oui. on le répète, on le dit, on le redit en long, en large, mais voilà, c'est la base. Arrêter les petits déjeuners sucrés, comme on nous a appris à manger dans les années 80. Globalement, en résumé, qu'est-ce que tu pourrais proposer à quelqu'un qui souhaite booster sa mémoire sans vouloir trop se tracasser avec tous les détails dont tu nous as parlé et avoir une solution rapide et un peu immédiate parce qu'on pense à ceux qui sont en examen, ils y sont, c'est maintenant. Oui, on va dire qu'il y a certaines choses qui fonctionnent plus ou moins bien chez quasiment tout le monde. Mhm. On avait déjà cité les oméga 3 du krill. Mhm. Ça, c'est excellent. Ça fonctionne dans tous les cas. Bien entendu, le magnésium, Mhm. excellent avec, il fonctionnerait mieux sur la mémoire quand il est associé avec les vitamines du groupe B. Mhm. Euh, enfin, la totalité des vitamines du groupe B plus l'acide pantothénique, très intéressant aussi. Et puis, la tyrosine également. Donc, la tyrosine est aussi très, très intéressante à prendre le matin, bien entendu. Et puis, s'il y a des problèmes de sommeil, puisqu'on cherche ici des solutions rapides, euh, je recommanderais du GABA aussi. S'il Mhm. n'y a pas de problème de sommeil, ne pas toucher au sommeil. Bon, si on dort bien, c'est bon. On fait Mhm. oméga 3, donc krill, magnésium, vitamine B et tyrosine. Et je pense qu'on est bon. Il y a Après, déjà quelque ça, chose qui est. voilà, c'est quelque chose qui tient la route et qui fonctionne bien. Après, Mhm. si on veut travailler ça sur le moyen terme ou le long terme, il faudrait voir plus précisément qu'est-ce qui manque et Ciblé. pallier à ça. Ouais. Voilà, après, c'est du ciblage. Exact. Ok, merci. Eh bien voilà, merci pour ces explications. Ah oui, aussi, après tout, si vous cherchez de la tyrosine, du magnésium, du GABA, vous savez que vous en trouverez toujours chez Nutrilogix, après tout. Donc, merci beaucoup pour toutes ces explications. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Passez une excellente soirée, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de tous ceux que vous aimez. À très bientôt. Salut Amine. Merci, à très bientôt, à lundi prochain. Au revoir. Au revoir.